Que doit-il faire? C'est très simple. S'il peut échapper des mains de ces gens qui le menacent du fouet, il doit fuir. S'il a pu éviter de tomber entre leurs mains, il devait l'éviter. Il en est exactement ainsi des partis politiques. Quand il y a des partis dans un pays, il en résulte tôt ou tard un état de fait tel qu'il est impossible d'intervenir efficacement dans les affaires publiques sans entrer dans un parti et jouer le jeu. Quiconque s'intéresse à la chose publique désire s'y intéresser efficacement. Ainsi, ceux qui inclinent au souci du bien public ou renoncent à y penser se tournent vers une autre chose ou passent par le laminoir des partis. En ce cas aussi, il leur vient des soucis qui excluent celui du bien public. Les partis sont un merveilleux mécanisme par la vertu duquel, dans toute l'étendue d'un pays, pas un esprit ne donne son attention à l'effort de discerner dans les affaires publiques le bien, la justice, la vérité. Il en résulte que, sauf un très petit nombre de coïncidences fortuites, il n'est décidé et exécuté que des mesures contraires au bien public, à la justice et à la vérité. Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. Si la réalité a été un peu moins sombre, c'est que les partis n'avaient pas encore tout dévoré. Mais en fait, a-t-elle été un peu moins sombre? N'était-elle pas exactement aussi sombre que le tableau esquissé ici? L'événement ne l'a-t-il pas montré? Il faut avouer que le mécanisme d'oppression spirituelle et mentale propre au parti a été introduit dans l'histoire par l'Église catholique dans sa lutte contre l'hérésie. Un converti qui entre dans l'Église ou un fidèle qui délibère avec lui-même et résout d'y demeurer a aperçu dans le dogme du vrai et du bien. Mais en franchissant le seuil, il professe du même coup n'être pas frappé par les anathémasites, c'est-à-dire accepter en bloc tous les articles dits de foi stricte. Ces articles, il ne les a pas étudiés. Même avec un haut degré d'intelligence et de culture, une vie entière ne suffirait pas à cette étude, vu qu'elle implique celle des circonstances historiques de chaque condamnation. Comment adhérer à des affirmations qu'on ne connaît pas? Il suffit de se soumettre inconditionnellement à l'autorité d'où elles émanent. C'est pourquoi saint Thomas ne veut soutenir ces affirmations que par l'autorité de l'Église, à l'exclusion de tout autre argument. Car, dit-il, il n'en faut pas davantage pour ceux qui l'acceptent, et aucun argument ne persuaderait ceux qui la refusent. Ainsi, la lumière intérieure de l'évidence, cette faculté de discernement accordée d'en haut à l'âme humaine comme réponse au désir de vérité est mise au rebut, condamnée aux tâches serviles comme de faire des additions exclues de toutes les recherches relatives à la destinée spirituelle de l'homme. Le mobile de la pensée n'est plus le désir inconditionné, non défini de la vérité, mais le désir de la conformité avec un enseignement établi d'avance, que l'Église fondée par le Christ ait ainsi, dans une si large mesure, étouffé l'esprit de vérité, et si malgré l'Inquisition elle ne l'a pas fait totalement, c'est que la mystique offrait un refuge sûr. C'est une ironie tragique, on l'a souvent remarqué, mais on a moins remarqué une autre ironie tragique, c'est que le mouvement de révolte contre l'étouffement des esprits sous le régime inquisitorial a pris une orientation telle qu'il a poursuivi l'œuvre d'étouffement des esprits. La réforme et l'humanisme de la Renaissance, double produit de cette révolte, ont largement contribué à susciter, après 3 siècles de maturation, l'esprit de 1789. Il en est résulté après un certain nombre il en est résulté après un certain délai notre démocratie fondée sur le jeu des partis dont chacun est une petite église profane, armée de la menace d'excommunication. L'influence des partis a contaminé toute la vie mentale de notre époque. Un homme qui adhère à un parti a vraisemblablement aperçu dans l'action et la propagande de ce parti des choses qui lui ont paru justes et bonnes. Mais il n'a jamais étudié la position du parti relativement à tous les problèmes de la vie publique. En entrant dans le parti, il accepte des positions qu'il ignore. Ainsi, il soumet sa pensée à l'autorité du parti. Quand peu à peu il connaîtra ses positions, il les admettra sans examen. C'est exactement la situation de celui qui adhère à l'orthodoxie catholique, conçue comme fait saint Thomas. Si un homme disait en demandant sa carte de membre, je suis d'accord avec le parti sur tel point, je n'ai pas étudié ses autres positions et je réserve entièrement mon opinion tant que j'en aurais pas fait l'étude, on le prierait sans doute de repasser plus tard. Mais en fait, sauf des exceptions très rares, un homme qui entre dans un parti adopte docilement l'attitude d'esprit qu'il exprimera plus tard par les mots. Comme monarchiste, comme socialiste, je pense que c'est tellement confortable. Car c'est ne pas penser. Il n'y a rien de plus confortable que de ne pas penser. Quant au troisième caractère des partis,
à savoir qu'ils sont des machines à fabriquer de la passion collective, il est si visible qu'il n'a pas à être établi. La passion collective est l'unique énergie dont disposent les partis dont la propagande extérieure est pour la pression exercée sur l'âme de chaque membre. On avoue que l'esprit de parti aveugle rend sourd à la justice, pousse même d'honnêtes gens à l'acharnement le plus cruel contre des innocents. On l'avoue, mais on ne pense pas à supprimer les organismes qui fabriquent un tel esprit. Cependant, on interdit les stupéfiants. Il y a quand même des gens à donner aux stupéfiants, mais ils en auraient davantage si l'État organisait la vente de l'opium et de la cocaïne dans tous les bureaux de tabac, avec affiches de publicité pour encourager les consommateurs. La conclusion, c'est que l'institution des partis semble bien constituer du mal à peu près sans mélange. Ils sont mauvais dans leurs principes et pratiquement leurs effets sont mauvais. La suppression des partis serait du bien presque pur. Il est éminemment légitime, en principe, et ne paraît susceptible pratiquement que de bons effets. Les candidats diront aux électeurs non pas j'ai telle étiquette, ce qui pratiquement n'apprend rigoureusement rien au public sur leur attitude concrète concernant les problèmes concrets, mais je pense telle ou telle chose à l'égard de tel grand problème. Les élus s'associeront et se dissocieront selon le jeu naturel et mouvant des affinités. Je peux très bien être en accord avec MA sur la colonisation et en désaccord avec lui sur la propriété paysanne et inversement. Pour MB, si on parle de la colonisation, j'irai avant la séance causer un peu avec MA. Si on parle de propriété paysanne avec MB, la cristallisation artificielle en partie coïncidait si peu avec les affinités réelles qu'un député pouvait être en désaccord pour toutes les attitudes concrètes avec un collègue de son parti et en accord avec un homme d'un autre parti. Combien de fois en Allemagne, en 1932, un communiste et un nazi discutant dans la rue ont été frappés de vertige mental en constatant qu'ils étaient d'accord sur tous les points. Hors du Parlement, comme il existerait des revues d'idées, il y aurait tout naturellement autour d'elles des milieux, mais ces milieux devraient être maintenus à l'état de fluidité. C'est la fluidité qui distingue du parti un milieu d'affinité et l'empêche d'avoir une influence mauvaise. Quand on fréquente amicalement celui qui dirige telle revue, ceux qui y écrivent souvent, quand on y écrit soi-même, on sait qu'on est en contact avec le milieu de cette revue, mais on ne sait pas soi-même si on en fait partie. Il n'y a pas de distinction nette entre le dedans et le dehors. Plus loin, il y a ceux qui lisent la revue et connaissent un ou deux de ceux qui y écrivent. Plus loin, les lecteurs réguliers qui y puisent une inspiration. Plus loin, les lecteurs occasionnels, mais personne ne songerait à penser ou à dire en tant qu'il y a cette revue, à telle revue. Je pense que quand des collaborateurs à une revue se présentent aux élections, il doit leur être interdit de se réclamer de la revue. Il doit être interdit à la revue de leur donner une investiture ou d'aider directement ou indirectement leur candidature, ou même d'en faire mention. Tout groupe d'amis de telle revue devrait être interdit. Si une revue empêche ses collaborateurs, sous peine de rupture, de collaborer à d'autres publications, quelle qu'elle soit, elle doit être supprimée dès que le fait est prouvé. Ceci implique un régime de la presse rendant impossible les publications auxquelles il est déshonorant de collaborer, genre Gringoire, Marie-Claire, etc., toutes les fois qu'un milieu tentera de se cristalliser en donnant un caractère défini à la qualité de membre, il y aura répression pénale quand le fait semblera établi. Bien entendu, il y aura des partis clandestins, mais leurs membres auront mauvaise conscience, ils ne pourront plus faire profession publique de servilité d'esprit. Ils ne pourront faire aucune propagande au nom du parti. Le parti ne pourra plus les tenir dans un réseau sans issue d'intérêt, de sentiments et d'obligations. Toutes les fois qu'une loi est impartiale, équitable et fondée sur une vue du bien public, facilement assimilable pour le peuple, elle affaiblit tout ce qu'elle interdit. Elle l'affaiblit du fait seul qu'elle existe et indépendamment des mesures répressives qui cherchent à en assurer l'application. Cette majesté intrinsèque de la loi est un facteur de la vie publique qui est oublié depuis longtemps et dont il faut faire usage. Il semble n'y avoir dans l'existence de partis clandestins aucun inconvénient qui ne se trouve à un degré bien plus élevé du fait des partis légaux. D'une manière générale, un examen attentif ne semble laisser voir à aucun égard aucun inconvénient d'aucune espèce attaché à la suppression des partis. Par un singulier paradoxe, les mesures de ce genre, qui sont sans inconvénient, sont en fait celles qui ont le moins de chances d'être décidées. On se dit, si c'était si simple, pourquoi est-ce que cela n'aurait pas été fait depuis longtemps? Pourtant, généralement, les grandes choses sont faciles et simples.
Celle-ci étendrait sa vertu d'assainissement bien au-delà des affaires publiques, car l'esprit de parti en était arrivé à tout contaminer. Les institutions qui déterminent le jeu de la vie publique influencent toujours dans un pays la totalité de la pensée à cause du prestige du pouvoir. On en est arrivé à ne presque plus penser dans aucun domaine qu'en prenant position pour ou contre une opinion. Ensuite, on cherche des arguments selon le cas, soit pour, soit contre. C'est exactement la transposition de l'adhésion à un parti. Comme dans les partis politiques, il y a des démocrates qui admettent plusieurs partis. De même, dans le domaine des opinions, les gens larges reconnaissent une valeur aux opinions avec lesquelles ils se disent en désaccord. C'est avoir complètement perdu le sens même du vrai et du faux. D'autres, ayant pris position pour une opinion, ne consentent à examiner rien qui lui soit contraire. C'est la transposition de l'esprit totalitaire. Quand Einstein vint en France, tous les gens des milieux plus ou moins intellectuels, y compris les savants eux-mêmes, se divisèrent en deux camps, pour et contre. Toute pensée scientifique nouvelle a dans les milieux scientifiques ses partisans et ses adversaires animés les uns et les autres, à un degré regrettable de l'esprit de parti. Il y a d'ailleurs dans ces milieux des tendances, des coteries à l'état plus ou moins cristallisé. Dans l'art et la littérature, c'est bien plus visible encore. Cubisme et surréalisme ont été des espèces de partis, on était gidien comme on était maurassien. Pour avoir un nom, il est très utile d'être entouré d'une bande d'admirateurs animés de l'esprit de parti. De même, il n'y avait pas grande différence entre l'attachement à un parti et l'attachement à une église ou bien à l'attitude anti-religieuse. On était pour ou contre la croyance en Dieu, pour ou contre le christianisme, et ainsi de suite. On en est arrivé en matière de religion à parler de militants. Même dans les écoles, on ne sait plus stimuler autrement la pensée des enfants qu'en les invitant à prendre parti pour ou contre. On leur cite une phrase de grands auteurs et on leur dit « Êtes-vous d'accord ou non ?» Développez vos arguments. À l'examen, les malheureux, devant avoir fini leur dissertation au bout de 3 heures, ne peuvent passer plus de 5 minutes à se demander s'ils sont d'accord. Et il serait si facile de leur dire méditez ce texte et exprimez les réflexions qui vous viennent à l'esprit. Presque partout, et même souvent pour des problèmes purement techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris d'origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. Voilà. Alors, j'ai terminé mon bouquin. Maintenant, comme je fais traditionnellement, je vais alors donner mon avis sur le bouquin. Mais là, le problème dans ce bouquin, c'est qu'il n'y avait pas de chapitre. Donc, je n'ai pas su faire chapitre par chapitre. Ben voilà, je suis désolé, mais bon, voilà, il n'y avait pas de chapitrage. Et il n'y avait pas non plus de source. Je suppose que ça doit être un genre de manifeste. Je dirais que c'est un manifeste pour donner une opinion politique, mais sans donner les sources. En tout cas, je trouve que le livre était assez intéressant parce que déjà de base, on a le point de vue d'une personne de gauche républicaine sur les partis politiques. Alors moi, vous savez, mon opinion des partis politiques, c'est que comme cette dame, je suis d'accord avec cette dame sur le fait qu'il faut supprimer les partis politiques parce que tout simplement, mais c'est surtout qu'à son époque, c'était en 1950, hein, il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas autant de corruption qu'il y a aujourd'hui. Donc moi, je suis beaucoup plus pour la suppression des partis, surtout pour cette histoire de corruption des élites. Et voilà, maintenant, je vais vous faire le résumé du bouquin et ma critique évidemment de celui-ci. À très bientôt, enfin à très bientôt, qu'est-ce que je raconte? Je vais vous faire la critique maintenant et le résumé du bouquin. Alors tout d'abord, l'auteur de ce bouquin dit bien qu'il faut faire la différence entre les partis anglo-saxons qui ont tendance à être aristocratiques et les partis plutôt d'origine française qui sont plus dits plébéiens. En fait, par exemple, il y a certains partis politiques comme les Jacobins, le Club des Jacobins, qui au départ n'était pas entre guillemets totalitaire, mais qui l'est devenu avec la guillotine et la guerre. Donc certains partis peuvent devenir totalitaires avec certaines circonstances. Et comme elle le dit, seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont en aucun cas, puisque c'est la justice qui prévaut sur tout.
Et le consensus universel, selon elle, indiquerait la vérité. Donc, étant donné que la justice, normalement, est le bien universel, alors les êtres humains seraient dans le juste et dans le vrai. Donc elle a quand même une vision assez positive de l'être humain. Et la démocratie doit absolument être dans ce mécanisme. Sinon, la démocratie n'est pas une bonne démocratie. Euh, En fait, ce qui est aussi assez bizarre, c'est qu'à un moment donné, elle dit les individus passionnés enclins par la passion au crime et au mensonge se composent de la même manière en un peuple véridique et juste. Alors là, c'est quand même assez bizarre, c'est quand même assez contradictoire. Pourquoi des gens qui seraient nourris de mensonges et de passion du crime seraient véridiques et justes? Ça n'a aucun sens. Et elle dit que c'est un genre d'état d'équilibre. Par la suite, les passions divergentes ne se neutralisent pas, peut-être parce que les passions divergentes sont toujours en opposition, et c'est comme le yin et le yang, elles sont en opposition et elles ont besoin de l'une comme de l'autre pour subsister. Euh, En fait, ici, il est noté quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale. Mais c'est ça, il y a certaines personnes qui font des critiques de la démocratie en disant que les gens ont tendance individuellement à être plus proches de la vérité que si c'est un groupe qui suit un mouvement. Et elle fait une autre critique de la démocratie, notamment que le problème de la démocratie, c'est que les gens n'ont pas vraiment le moyen de s'exprimer sur des sujets publics. Ils peuvent juste voter, mais voilà, c'est tout. Et le parti politique, c'est ce qui va créer de la passion collective. C'est aussi une pression collective que le parti va exercer. Et le parti politique est aussi n'a pas de limite au niveau de sa croissance, que ce soit au niveau des adhérents ou au niveau de l'argent. Et elle conclut donc que le parti est en germe totalitaire. C'est juste que le parti est considéré comme démocrate parce que si tous les autres partis sont totalitaires, ben, je veux dire, entre guillemets, ils s'équilibrent. Donc, ils sont tous démocrates puisqu'il y a plusieurs genres de monopoles comme ça. Un parti doit servir une certaine conception du bien public, d'après ce qu'elle dit, et il y a un lien entre le bien public et les intérêts du parti, et le parti serait lié à cette histoire, parce qu'en fait, elle dit que c'est de l'idolâtrie, parce que le parti est là pour sa propre fin, et c'est un peu comme Dieu. Et le parti considère qu'il est impuissant à cause des peu de pouvoir que lui donne l'État. Et elle considère donc que le parti cherche la puissance totale. Le parti est aussi beaucoup dans la propagande, dans le mensonge et dans l'éducation du public. Enfin, lorsque les gens rejoignent le parti, il y a cet aspect d'éducation. Il s'agit d'un dressage. Et la vérité est relative, comme elle le dit dans le bouquin. Cela veut dire que chaque personne a en quelque sorte sa vérité et le parti essaye d'imposer une vérité qui n'est pas dans le collectif. Le parti est en état de mensonge. Par exemple, l'auteur parlait de MX qui exposera le point de vue communiste, par exemple.
mais que par exemple, si MX était communiste et qu'ils voyaient par exemple quelqu'un de socialiste, ils exprimeraient en fait leur point de vue et en fait, ce qui fait que ces gens-là sont dans la vérité propre, c'est que qu'ils considèrent qu'ils sont dans la vérité propre et celle du parti, c'est qu'ils se consultent eux-mêmes et ils essayent de se mettre dans la condition du parti. Et c'est comme ça qu'ils produisent le langage qui est conforme à celui du parti. C'est en se mettant dans ce milieu partisan. Et le problème lorsqu'on rentre dans un parti, c'est qu'il est difficile de discerner la justice et la vérité. La justice et la vérité, c'est surtout au point de vue personnel. Et dans les partis, ce qui est assez dangereux, c'est qu'il y a souvent des pénalités. Et malheureusement, ces pénalités faussent le discernement. Les partis ont pourtant déjà existé, même si ce n'était pas comme aujourd'hui au niveau de l'Église et au niveau des hérésies. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans un parti, ils acceptent des fois des positions qu'ils ignorent du parti, ce qui est quand même assez bizarre. Et les gens donc aiment ne pas penser et de donner leur souveraineté au parti. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est cette fluidité qui donne euh, au parti de ne pas avoir une influence mauvaise. Le parti contamine toute la société. On ne pense plus dans aucun domaine. C'est soit pour, soit contre. Et c'est comme l'adhésion en fait à un parti. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ma critique du bouquin et aussi évidemment mon résumé rapide. Enfin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais des différents arguments du bouquin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.